le fils d'un fermier pauvre a inventé l'eau potable qui a captivé le monde, histoire de Red Bull. Dans cette vidéo, nous voulons vous parler d'une entreprise qui a révolutionné le monde de l'alimentation et des boissons avec une boisson que personne ne savait vouloir boire et pour laquelle il n'y avait pas de marché. Que vous aimiez ou non Red Bull, produit ou en tant qu'entreprise, c'est une histoire qui nous rappelle que regarder positivement vers l'avenir est le meilleur moyen d'obtenir de bons résultats. C'est l'histoire d'une boisson énergisante la plus vendue, qui était autrefois une formule énergétique bizarre et l'une des préférées des camionneurs de fin de soirée. Elle est maintenant devenue l'une des marques les plus puissantes au monde, connue pour être associée aux sports extrêmes et à l'athlétisme. Red Bull, qui a été inventé en 1970 par Chaleo Yuvidia, était la boisson de la classe ouvrière pour les travailleurs thaïlandais à cette époque. Fils d'agriculteur chinois, Yuvidia a commencé sa carrière comme vendeur d'antibiotiques avant de fonder sa propre société, TC Pharmaceuticals. Cela a représenté une entreprise solide tout au long des années 1960, mais c'est au cours de la décennie suivante que Yuvidia a reçu la révélation qu'il a décrite comme l'inspiration divine. Bien que les boissons énergisantes n'existaient pas en Occident à ce stade, elles étaient une entreprise florissante dans le pays d'origine de Yu, dominée par des marques japonaises et sud-coréennes comme Lipovitan D. Ces importations ont été vendues aux riches citadins de Thaïlande et ont positionné leurs produits comme médicinaux. Cela n'avait pas de sens pour Yuvidia. Pourquoi cibler les riches alors que c'était l'ouvrier qui avait besoin d'un supplément d'énergie? Ayant grandi dans la pauvreté rurale, il a compris le travail éreintant qu'il fallait pour joindre les deux bouts. Ce sont sûrement ces gens qui achèteraient des boissons énergisantes, n'est-ce pas? À l'aide de ses connaissances chimiques, Yuvidia a étudié les compositions des concurrents, reconnaissant une liste d'ingrédients communs, taurine, caféine, glucose et saccharose. Une fois les ingrédients de base de sa boisson réglés, Yuvidia s'est penché sur la question de l'image de marque. Il voulait quelque chose de typiquement thaïlandais, quelque chose qui parle de l'expérience de la classe ouvrière dont il était issu. Il choisit une icône marquante, le gor rouge. Originaire des Asies du Sud-Est, le gor est la plus grande espèce de la famille bovine, une bête de masse et de muscles atteignant jusqu'à 7 pieds de haut et pesant 3300 livres. Bien que n'étant pas la plus agile des créatures, sa puissance et son identité géographique encapsulaient l'esprit que Yuvidia espérait capturer. Il s'est avéré l'inspiration pour le nom et le logo du nouveau produit. Traduit, Kreting Deng signifie Red Gor. Les boîtes de conserve de Yuvidia portaient une illustration de deux gors rouges chargeant l'une vers l'autre devant un soleil jaune. Kreting Deng a été un succès. En 2 ans, elle était devenue la boisson énergisante la plus populaire du pays, supplantant ses rivaux étrangers. En fixant des prix inférieurs à ceux de ses concurrents et en alignant la boisson sur la culture thaïlandaise, Yuvidia a construit une solide base de consommateurs d'ouvriers ruraux, d'ouvriers d'usines et de chauffeurs routiers de longue distance. Préfigurant ce qui nous attend, Yuvidia a renforcé le positionnement de Kreting Deng en parrainant des tournois de Muay Thai, une incarnation des racines thaïlandaises de la boisson et des effets revigorants. Dietrich Mateschitz avait la mâchoire forte et le sourire brillant d'un vendeur de dentifrice, ce qu'il était, bien sûr. Directeur marketing chez Blendax, Mateschitz avait peu dans son expérience pour suggérer un magnat en attente. Il lui avait fallu 10 ans pour obtenir son diplôme de l'université de Vienne, puis travailler chez Unilever pour vendre des détergents à lessive, avant de rejoindre l'entreprise de dentifrice. En 1982, Mateschitz s'est rendu à Bangkok pour rendre visite au licencié local de Blendax, Chaleo Yuvidia de TC Pharmaceuticals. Voyant son visiteur épuisé et en décalage horaire, Yuvidia a offert à Mateschitz un verre de son tonique spécialement brassé. Presque immédiatement, Mateschitz est devenu accro. Un verre et le décalage horaire avaient disparu, a-t-il déclaré plus tard à propos de l'incident. Ainsi commença un rituel. Chaque fois que Mateschitz arrivait à Bangkok, il demandait à son chauffeur de taxi de s'arrêter en route vers l'hôtel afin qu'il puisse prendre une canette rafraîchissante de Kreting Deng.
C'était un excellent produit, devait penser Matteucci, mais pouvait-il s'agir d'une affaire? Selon l'histoire, ce n'est qu'en parcourant un magazine économique que Matteucci a appris que Taisho Pharmaceuticals, un fournisseur de toniques et d'autres produits médicinaux, était le plus gros contribuable du Japon. Cela a suscité son intérêt. Si Taisho pouvait devenir un géant mondial vendant un produit similaire, quel marché pourrait-il y avoir pour Kreting Deng? Il était déterminé à le découvrir. Matteucci a approché Yuvidia avec une proposition, et si les deux hommes travaillaient ensemble pour créer une version occidentalisée de Kreting Deng, Yuvidia s'occuperait de la production, la version européenne ne nécessiterait que quelques ajustements, pensait Matteucci, tandis que l'Autrichien se soucierait du marketing et de la distribution. Si Matteucci pensait que la marque percutante et l'imagerie évocatrice de Yuvidia séduiraient les investisseurs européens, il se trompait lourdement. Bien que le soda en conserve soit populaire en Occident, il n'y avait pas de marché établi pour les boissons énergisantes, et même s'il y en avait, la plupart des gens ne voulaient pas de ce que vendait Matteucci. Sans se laisser décourager, Matteucci a continué à avancer. Sans espoir d'obtenir un financement extérieur, l'Autrichien a investi $500 000 dans l'entreprise, convainquant Yuvidia de faire de même. Dans le cadre de l'accord, le duo a accepté de prendre 49% chacun, les 2% restants allant au fils de Yuvidia. Bien que cela signifiait que la famille thaïlandaise avait techniquement le contrôle de Red Bull, les deux ont convenu que Matteucci dirigerait le navire. Avec de l'argent en banque et une formule qui lui plaisait. Le changement le plus important avait été l'ajout de la carbonatation. Red Bull a officiellement été lancé le 1er avril 1987. À bien des égards, c'était une entreprise qui ressemblait à un poisson d'avril. À un prix supérieur aux autres sodas et distribué dans une étrange canette mince. Tout cela faisait partie de la stratégie de Matteucci, bien sûr. Contrairement à Yuvidia, il a vu l'opportunité de positionner Red Bull comme une boisson d'élite, une boisson haut de gamme pour les glamours et les aventuriers. Pour consolider ce message, Matteucci a concentré ses efforts sur les stations de ski, les bars et les clubs autrichiens. Tirant parti d'une approche qui est depuis devenue de rigueur, Matteucci a également payé des étudiants universitaires populaires pour organiser des fêtes mettant en vedette son produit, souvent dans des endroits inhabituels et accrocheurs. Il a également décoré leurs voitures, en particulier les Mini Cooper, des logos Red Bull. Il a représenté l'un des premiers programmes, ambassadeur du campus, et a aidé l'entreprise à s'établir comme un mouvement populaire, pas seulement un autre produit. Des années plus tard, Matteucci a renforcé cette identité rebelle en alignant la marque sur les sports extrêmes. L'approche a fonctionné avec Red Bull qui a vendu 1 million de canettes la première année. Dans le processus, l'entreprise a contribué à créer et à valider un nouveau marché. Aujourd'hui, les boissons énergisantes représentent une entreprise mondiale avec des ventes atteignant 53 milliards de dollars en 2018, avec un TCAC de 7,2% jusqu'en 2026. D'ici là, l'industrie devrait valoir 86 milliards de dollars. Le partenariat conclu entre Matteucci et Yuvidia a solidifié une structure qui a perduré jusqu'à nos jours. Plutôt que de fabriquer son produit de base, Red Bull sous-traite, en s'appuyant sur des partenaires comme Roche, un producteur de jus. Cela permet à l'entreprise de Matteucci de se concentrer sur ce qu'elle fait le mieux, le marketing. Au fil du temps, cela a créé une entreprise particulière, déterminée à dominer la conversation culturelle mais désintéressée par son produit réel. Comme l'un des pinsons à long bec de Darwin, Red Bull porte la marque d'une entreprise avec un attribut spécifique sélectionné à maintes reprises, attirer l'attention. Fidèle à ses habitudes, Red Bull ne produit aucun des biens matériels mentionnés. Schuller Textile AG produit la collection des AlphaTauri. Destination Red Bull est une couche marketing au-dessus de la société de tournée The Travel Birds et Red Bull Sound Supply est une empreinte du site de musique Rebeat. Observé de loin, Red Bull pourrait ressembler à une marque indisciplinée qui ne contrôle pas sa propre chaîne d'approvisionnement,
ne produit rien et dépense trop en marketing. Mais louche, et il devient clair que Red Bull fait quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une boisson gazeuse ou un sweat à capuche, l'histoire. Sur une base relative, les dépenses publicitaires de Red Bull éclipsent les grandes marques de boissons. Étant donné que Red Bull est toujours une entreprise privée, les détails précis sont rares, mais l'entreprise consacrerait 30 à 35% de ses revenus au marketing. La société ayant déclaré un chiffre d'affaires de 7,42 milliards de dollars en 2020, une augmentation de 5,2% d'une année sur l'autre, ce qui implique des dépenses marketing annuelles d'environ 2,5 milliards de dollars. À titre de comparaison, Coca-Cola a alloué 2,77 milliards de dollars de publicité mondiale en 2020, à peine plus que la société autrichienne, malgré un chiffre d'affaires presque 4,5 fois supérieur. Cela place les dépenses publicitaires de Coca-Cola en pourcentage des revenus à 8,4%. Ces dernières années, Nestlé a dépensé 7,8% de ses revenus, tandis que PepsiCo a investi 4,4%. L'anomalie de Red Bull est le reflet de ses forces et de ses faiblesses. En tant que position défensive, les dépenses de Red Bull ressemblent à une tentative de garder un produit indifférencié pertinent. Contrairement au Coca-Cola, Red Bull n'a pas de recette secrète, et comme Uvidia et Mateshi l'ont illustré, le cocktail de taurine, de caféine et de sucre est facilement reproductible. Mais l'imagination des dépenses marketing de Red Bull indique que l'entreprise joue un jeu différent. Plutôt que de payer pour des parrainages ou d'acheter de l'espace publicitaire, Red Bull utilise son budget marketing conséquent pour acheter l'historique de la distribution et de la fabrication. Red Bull achète la distribution en investissant dans des médias, des événements et des équipes sportives. Alors que Coca-Cola est heureux de dépenser des sommes importantes pour parrainer un événement sportif majeur, pensez aux Jeux Olympiques ou à la Coupe du Monde, Red Bull va encore plus loin en organisant l'événement ou même en créant le sport. Au fil du temps, le résultat de cette décision est profond. Red Bull transforme effectivement un coût en opportunité de revenus. Alors que l'entreprise supporte le coût de création d'un nouveau magazine, d'une émission télévisée ou d'un événement de motocross, elle peut ensuite vendre des créneaux de parrainage sur ses canaux de distribution, sur papier, sur le côté d'une voiture, à la télévision, tout en assurant une visibilité de premier ordre à ses produits. Simultanément, Red Bull crée des actifs avec leur propre valeur. La société a acheté sa première équipe de Formule 1 à Jaguar pour $1 et l'accord selon lequel Red Bull investirait 400 millions de dollars au cours des 3 années suivantes. En 2018, Red Bull Racing valait 640 millions de dollars, derrière Ferrari et Mercedes en valeur de marque. En s'accrochant à un mouvement qui gagnait rapidement en popularité, Red Bull est devenu une marque associée aux sports extrêmes, à l'aventure et à un style de vie actif et excitant. Des racines humbles comme tonique énergétique pour les camionneurs thaïlandais à la boisson pour sportifs la plus connue au monde, le succès de Red Bull est indéniable. Sans ce voyage en Thaïlande, cette redoutable gueule de bois et un partenariat interculturel unique, cette boisson énergisante la plus vendue n'aurait peut-être jamais été mise sur le marché mondial.